Bon, nous avons la chance ce matin d'accueillir Jean-Paul Trantiet, qui est tombé de la marmite européenne tout petit, et qui est resté dedans d'ailleurs. Il va peut-être en sortir. Jean-Paul a travaillé au cabinet du vice-président de la Commission européenne, au secrétariat général. Il a été dans les cabinets ministériels, notamment pour les ministres des Affaires européennes, évidemment. Il a travaillé avec Edith Cresson quand elle a été Premier ministre. Il est avocat, spécialiste en droit européen, droit de la concurrence. Et je l'ai fait venir parce qu'il a la capacité à répondre à peu près n'importe quelle question qui touche à l'Europe, ce qui est assez rare. Et ne va pas nous faire un exposé qui va durer 3/4 d'heure. Mais il vient de publier, en association avec Terra Nova, lui-même étant l'un des experts de l'Institut Montaigne, un rapport sur le droit d'asile qui s'appelle « Sauver le droit d'asile ». Et notre matinale s'appelle « Le droit d'asile, un enjeu pour les élections européennes ». Et évidemment, au-delà du droit d'asile, il y a la question des migrations. Et là, je crois que tu commences un travail sur la question justement des migrations en Europe, avec l'Institut Montaigne toujours. Donc, je te laisse la parole en te demandant juste, pour lancer, est-ce qu'il y a 2 ou 3 points qui t'ont vraiment marqué dans tes recherches et votre travail d'élaboration de ce rapport sur le droit d'asile? Qu'est-ce qui t'a frappé? Merci de votre invitation. Heureux de pouvoir parler, échanger avec vous autour de ces problématiques d'asile, d'immigration et puis de politique européenne, si le cœur vous en dit. Comme c'est enregistré, tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi. Donc, c'est la vie, mais alors autant plonger carrément dans le bain. Il y a un propos que je voudrais faire un peu liminaire, c'est répondre à une question que l'un ou l'autre d'entre vous posera à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que Terra Nova et l'Institut Montaigne font ensemble? Un think tank de gauche ou plutôt de gauche, un think tank libéral ou plutôt de droite se réunissent et travaillent sur un sujet comme le droit d'asile. Je crois que c'est justement parce que c'est au cœur de l'ADN de nos 2 institutions. Ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité des politiques publiques, c'est l'Europe, c'est aussi un certain nombre de valeurs humanistes qu'on partage et qui nous paraissent être en danger aujourd'hui. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est dit, s'il y a un sujet sur lequel il faut que Terra Nova et l'Institut Montaigne travaillent ensemble, c'est bien ce sujet du droit d'asile sur lequel il y a aujourd'hui vraiment le feu. Alors, asile, immigration, politique migratoire, si vous regardez la télévision sur toutes les chaînes d'information continue, tout ça est largement confondu. Sciemment ou pas sciemment, j'en sais rien. De toute façon, je n'ai pas apporté de jugement là-dessus. Mais il y a fort peu de gens qui font la distinction entre ce qu'est le droit d'asile et ce que sont les politiques migratoires. Il y a une raison aussi pour ça, c'est que c'est vrai que ce sont souvent les mêmes personnes qui sont demandeurs de migration et qui, pour le coup, demandent le droit d'asile parce que ça va plus vite, ça va plus... et surtout parce que ça donne, pendant quelques mois, un titre de séjour, le temps de pouvoir se retourner. Mais en même temps, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose et je crois que c'est là-dessus que je voudrais commencer. Le droit d'asile, c'est une tradition multiséculaire. Le droit d'asile moderne, évidemment, il est consacré par la Convention de Genève et ses conventions d'application. Donc on est autour du début des années 50. Mais le droit d'asile, dans nos traditions, c'était d'ailleurs une des étymologies grecques de ce terme. Hein, c'était à la fois accorder le secours et accorder le droit de subsister, notamment d'ailleurs aux athlètes qui se rendaient à Olympie tous les 4 ans et qui avaient besoin de pouvoir circuler tranquillement sans que personne puisse mettre leur vie en danger. Et puis ça s'est un peu étendu, il y a une tradition religieuse du droit d'asile, il y a une tradition philosophique et sociétale du droit d'asile, même si elle a un peu fluctué au fur et à mesure des temps. Et il y a surtout ce texte maintenant fondateur, qui est celui de la Convention de Genève, dont on ne sait pas suffisamment qu'il a été signé et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et qu'il est aujourd'hui une composante intégrante du droit européen, c'est-à-dire qu'il est dans le traité de Lisbonne, il est inscrit comme étant un droit de l'Union européenne qui doit être appliqué en commun. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a posé ce cadre et on se dit, mais alors, pourquoi vous dites qu'il y a une crise? Pas nous qui le disons, de toute façon, c'est assez facile de constater qu'il y a une véritable crise du droit d'asile. Et cette crise de droit d'asile, qui se traduit à la fois par
des dissensions comme on en a rarement vu entre les États membres de l'Union européenne, qui se retrouvent sur des sujets comme ceux-là au bord de l'explosion, qui se traduit par quelques dizaines de milliers de morts dans la Méditerranée et dans les Balkans, qui se traduit aussi tout simplement par une perte de repères. Ça, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés, une perte de repères, parce que si on commence à mettre en cause le droit d'asile, c'est à la fois une tradition humaniste, mais c'est aussi un outil international de sécurisation de populations en danger, et que personne ne sait demain quelles seront les populations qui seront en danger. Le droit d'asile aujourd'hui, on en est surtout les dispensateurs pour des bénéficiaires qui viennent de loin. Il ne faut pas oublier, et c'est quelque chose qu'on peut rappeler à nos amis hongrois, qu'ils ont beaucoup bénéficié du droit d'asile au milieu des années 50, un certain nombre d'entre eux, nos amis des pays de l'Est en général d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de Français, de toute confession, de toute origine, etc., ont largement bénéficié du droit d'asile, ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que donc tout ça n'est pas si loin, et que ces traditions-là, elles sont importantes, non seulement parce qu'elles correspondent à nos valeurs, mais aussi parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et que c'est important aussi d'ancrer dans nos textes et dans nos pratiques un droit qui nous apparaît fondamental. Alors, tu me dis 3 questions ou 3 aspects importants, parce qu'effectivement, je ne vais pas vous résumer le rapport, ou en tous les cas, si vous avez des questions, je serai tout à fait disposé à y répondre. Mais si je devais retenir 3 points, je dirais que le premier que nous avons mis en exergue dans notre rapport, c'est qu'il faut donner aux organismes et institutions qui régissent l'octroi du droit d'asile le statut d'autorité indépendante. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le droit d'asile est un droit. Ce n'est pas quelque chose qu'on accorde de façon discrétionnaire. On en remplit les conditions ou on n'en remplit pas les conditions. Si on en remplit les conditions, on doit en bénéficier. Si on n'en remplit pas les conditions, on ne doit pas en bénéficier. Et que pour cela, ça veut dire qu'il faut que les personnes qui sont en charge de l'instruction des dossiers et des décisions doivent être un peu mises à l'abri, on va dire, des préoccupations politiques quotidiennes et des préoccupations politiciennes immédiates. Et c'est donc pour nous quelque chose de très important que d'avoir affirmé ça. Je pense que je suis prêt à en débattre si vous le voulez, mais ça a été vraiment pour nous quelque chose d'important. Et ça a été surtout un sujet qui a été très débattu. La plupart des gens nous disant « mais comment pouvez-vous mettre cette politique migratoire à l'abri des politiques européennes ?» C'est justement parce que ce n'est pas une politique migratoire, la politique du droit d'asile. C'est une politique consistant à secourir des gens dont la vie est en danger, dont la sécurité, l'intégrité physique est en danger, et que ce n'est pas une politique migratoire. Le deuxième point important, c'est qu'il faut arrêter avec le système dit de Dublin. Le système dit de Dublin, j'allais dire sans forfanterie, que je l'ai quasiment vu naître et quasiment compris pourquoi on l'a mis en place. On a mis en place ce système dit de Dublin. Alors je rappelle qu'il dit quoi? Il dit que le pays responsable de la procédure de décision et de l'octroi du droit d'asile est le pays de première entrée du demandeur. Alors vous allez me dire, mais techniquement, c'est quand même pas idiot. Il rentre dans l'Union européenne, ce demandeur, par un des pays, et on dit, c'est ce pays qui est le responsable de l'instruction de son dossier et de sa décision. Au passage, on nous dit, ça permet d'éviter les multiples demandes. Parce que s'il n'y a pas un pays qui est décidé, qui est désigné, il y a des demandes possibles dans potentiellement 27 pays. Et puis on nous dit, ça a été fait aussi pour inciter les pays qui sont situés aux frontières extérieures de l'Union européenne à renforcer leur contrôle. Pour avoir vécu cette période de l'intérieur, puisque le système dit de Dublin, il vient de la Convention de Schengen, qui a été conclue au milieu des années 80, ce système, il a effectivement surtout été fait lorsque certains pays périphériques, à commencer par l'Italie, ont demandé à adhérer à la Convention de Schengen. On leur dit, la punition, c'est que vous avez un système dans lequel vous êtes responsable de l'instruction des droits d'asile. Alors, disant ça, ça ne suffit certainement pas pour dire est-ce que le système est bon ou qu'il n'est pas bon. Disant ça, ça dit simplement, ça replace historiquement pourquoi on a mis en place ce système de Dublin. Et après, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est une faillite totale. C'est une faillite totale. Ce système de Dublin, d'abord, il n'a pas véritablement conduit au renforcement efficace des contrôles extérieurs de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on pensait. Selon les experts et les statistiques, on nous dit que le nombre de demandeurs d'asile inscrits, enregistrés et suivis en Italie varie entre 50 et 65%. Donc c'est une passoire.
Ce système de Dublin a aussi eu un deuxième inconvénient majeur, c'est qu'il a créé ce qu'on a appelé les flux secondaires. C'est-à-dire une fois que vous avez dit à quelqu'un « vous devez vous faire inscrire en Italie », alors qu'il vient par exemple d'un pays francophone, vous imaginez que son appétence pour demeurer en Italie est relativement limitée, et que donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout son possible pour aller s'installer en France, en Allemagne, dans des pays qui sont d'ailleurs plus grands, qui sont peut-être en tous les cas au début plus accueillants, et dans lesquels il a des chances de s'insérer qui sont plus importantes. Donc j'ajoute à ça que le système de Dublin comporte un certain nombre de failles dans son dispositif, de failles on va dire juridiques et institutionnelles, je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois, sauf si quelqu'un a un intérêt particulier, mais qui font que, en réalité, les candidats qui arrivent par l'Italie, par la Grèce, aujourd'hui un peu par l'Espagne, n'ont qu'une envie, c'est d'aller ailleurs, et n'ont qu'une envie, c'est de se mettre dans une situation de clandestinité qui va durer de 18 mois à 2 ans, parce que c'est la période pendant laquelle ils vont pouvoir se, entre guillemets, refaire une virginité administrative. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de poser plusieurs demandes, mais s'ils ont réussi à rester à l'abri sous les radars de tous les contrôles, 2 ans plus tard, ils peuvent reposer une demande dans le pays où ils veulent. Et donc c'est exactement ce qu'ils font, et c'est exactement ce qui génère des camps, des situations d'illégalité, des situations de clandestinité, parce que les gens qui ne veulent pas s'installer dans le pays de première entrée veulent tout simplement récupérer le droit de déposer une demande d'asile dans un autre pays. Donc face à cela, on se dit, ce système auquel, de façon curieuse, tout le monde est attaché parce que tout le monde un peu a peur du nouveau système, a montré qu'il ne fonctionnait pas, et pour nous, il faut véritablement le remplacer, et le remplacer par un système dans lequel nous aurons un libre choix par le demandeur d'asile du pays dans lequel il veut demander son accès. Alors, évidemment, il faut aussi, et c'est probablement le 3e point, renforcer la solidarité européenne, c'est-à-dire faire en sorte que, si par les mécanismes de libre choix, il y a certains pays qui sont manifestement trop sollicités, bien, il faut qu'il y ait un système de péréquation et qui nous permette, comme c'est le cas en Allemagne d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ce pays, un demandeur d'asile qui arrive en Bavière, peut-être qu'on va lui dire « Ok, vous méritez le droit d'asile, mais vous allez vous installer dans le Bade-Württemberg ou dans le Schleswig-Holstein, et c'est là que vous pourrez bénéficier de capacités d'accueil, d'un peu d'aide à l'insertion, et sinon, on ne vous refuse pas le droit d'asile, mais on vous dit on vous l'accorde et vous vous débrouillez tout seul ». Donc en gros, le dispositif d'accompagnement, il se justifie si vous acceptez une espèce de répartition entre États membres de cette charge. Le dernier point, j'y reviendrai parce qu'il a l'air d'être moins urgent aujourd'hui. Quand on a commencé nos travaux, il y avait en gros plusieurs centaines de morts chaque mois dans la Méditerranée centrale. Et ça a été aussi notre premier point, ça a été de dire, écoutez, dans tous ces gens qui s'embarquent sur des radeaux qui ont des durées de vie en gros de quelques milles, tous ne sont pas demandeurs du droit d'asile. Et c'est effectivement le cas, tous ne sont pas demandeurs du droit d'asile. Pour autant, la première priorité, c'est d'abord de leur sauver la vie. C'est d'éviter qu'ils se noient. Et puis après, on verra comment on les traite et comment on peut les traiter efficacement, voire plus rapidement que d'autres, parce qu'ils sont dans des conditions de survie un peu plus délicates. Et c'est pour ça qu'on a demandé la mise en place de ce qu'on a appelé effectivement des centres européens de traitement, d'accueil et de traitement, pour pouvoir, dans les pays qui ont une rive méditerranéenne, assurer un traitement rapide de ces situations-là. Bon, il y a bien d'autres points sur lesquels je pourrais commenter, augmenter les compétences de l'Europe dans les accords de réadmission, créer un socle de droit, enfin toute une série de points que nous traitons dans ce rapport pour essayer d'avoir une vision un peu cohérente. Je voudrais juste conclure en disant que, ce propos liminaire en tous les cas, en disant que la contrepartie de notre démarche pour sauver le droit d'asile, c'est aussi de dire que ceux qui n'ont pas vocation à être accueillis sur le fondement du droit d'asile ne soient pas bénéficiaires des procédures du droit d'asile. Parce que c'est vrai que si on ne fait pas la distinction entre bénéficiaires du droit d'asile et autres types de migrants, eh bien, on pénalise d'abord ceux qui sont potentiellement bénéficiaires du droit d'asile. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement dire
tous les autres vont dehors. Il y a d'autres filières de migration légale dans certains pays, pas dans tous d'ailleurs, qui peuvent éventuellement être utilisées. Mais ça veut dire aussi que pour des personnes qui n'ont pas vocation ni à bénéficier du droit d'asile, ni à être accueillies sous d'autres formes légales, eh bien, il faut prévoir des mécanismes de retour, puisqu'on n'aura pas la possibilité autrement de faire un tri correct entre les procédures du droit d'asile et les autres. Voilà, je m'arrête là. Encore une fois, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on discute du contenu et de la logique, on va dire, équilibrée ou pas équilibrée de ces propositions, je suis à votre disposition. Bonjour, merci de votre intervention. Je m'appelle Alain Elbrun, je ne connais absolument rien au sujet. J'ai simplement une question. J'ai compris que quand un trafiquant arrive à promettre à quelqu'un, notamment en Afrique, qui lui fera traverser la Méditerranée, ça lui rapporte 5 000 $. J'ai compris que c'était à peu près le tarif et qu'il y a 2-3 ans, ça faisait la moitié du PNB de la Libye. Est-ce que c'est une bonne idée que ce soit des trafiquants qui choisissent les gens qui vont immigrer ? Ça a deux effets majeurs. Les trafiquants, vous savez, c'est bien pire même que ce que vous décrivez, hein. Les trafiquants, ce sont des gens qui, sur la côte libyenne, mettent en tasse des dizaines de personnes sur un Zodiac, leur montrent la lumière qui est celle d'une mini-plateforme pétrolière qui se situe à 3 ou 4 000 et leur dit « l'Europe, c'est là, vous avez juste à y aller ». C'est pour ça qu'il y a autant d'accidents, de décès, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des mesures prises par des ONG pour essayer d'en sauver le maximum, parce que les trafiquants, ils en ont, mais alors strictement rien à battre, hein, qu'il y ait des dizaines, des centaines ou des milliers de morts. Et ils s'enrichissent effectivement là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Moi, je crois que là, on ne fera rien sans une coordination et une coopération efficace qui sera donc à multiples aspects avec les pays d'origine. Puisque c'est évidemment là que ça se passe. Si la police, on va dire, des pays d'émigration et celle des pays de transit ne sont pas correctement organisées, on n'arrêtera pas les trafiquants. Tout le problème, c'est donc la définition du droit d'asile. Parce que aujourd'hui, le problème, je pense, n'est pas le droit d'asile, dont de mémoire, il s'est constitué autour du traité de Westphalie après la guerre de 30 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression de toutes les bonnes âmes sur le droit d'asile universel, appelons ça comme ça. Puisque si vous êtes au Mali et que vous n'avez pas à manger, vous êtes en danger, donc vous êtes justiciable du droit d'asile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tri. Alors, aujourd'hui, vous comprenez, s'il y a 99% des gens qui ont droit au droit d'asile une fois, et puis une deuxième fois au bout de 2 ans, puis une troisième fois au bout de 4 ans, autant dire que le droit d'asile et le droit d'immigration... Non, je ne crois pas que malheureusement... Enfin, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Le droit d'asile, il est encore une fois codifié dans des textes qui sont relativement précis. Il permet effectivement de lutter contre... Enfin, plutôt d'assurer une protection à des personnes qui sont obligées de partir de pays qui sont en situation de guerre, à des personnes qui sont persécutées pour des raisons qui tiennent à leurs idées politiques, leur orientation sexuelle, leur origine ethnique, etc. Tout ça est écrit. Et les procédures qui sont suivies par les autorités chargées du droit d'asile, au moins dans les pays les mieux organisés, je pense à l'OFPRA en France, qui fait un travail relativement important et très sérieux, même le BAMF en Allemagne, ils ont des critères, ils ont des procédures d'audition pour vérifier si les gens remplissent les critères du droit d'asile. Et sur ce plan-là, ils sont en mesure de faire le tri à condition qu'on les laisse travailler tranquille et qu'on ne leur dise pas « là, tu vas en prendre 50, là, tu ouvres les portes à 100% comme a fait Merkel en 2015, Il faut les laisser travailler, il faut les laisser appliquer des textes qui existent. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une zone grise dans l'interprétation de quelques situations, mais globalement, on sait qu'ils méritent le droit d'asile. Et la Convention de Genève ne croit pas le droit d'asile parce qu'on a des difficultés à faire pousser son champ ou parce qu'on est potentiellement réfugié climatique, etc. Non, elle prévoit des conditions qui sont relativement bien définies et que les autorités administratives sont capables d'appliquer, sous le contrôle de juges d'ailleurs qui sont relativement vigilants. Donc si on veut les laisser fonctionner, on peut avoir. Si on les laisse fonctionner, quel est le pourcentage de droit d'asile réel par rapport aux mouvements généraux? On va dire que, alors d'abord, il y a deux choses. Il y a
quel est le pourcentage de dossiers reçus par rapport aux dossiers remplis, donc aux demandes formulées. Ça dépend des pays, ça dépend des origines. On va dire que c'est quand même quelque part entre 35 et 50% en moyenne. C'est pas mal. Parce que beaucoup de gens qui ont réussi à entrer ou qui essayent d'entrer sous prétexte du droit d'asile ne demandent pas le droit d'asile. Vous savez, je vais vous citer un exemple. Salvini, son nom m'écorche un peu la bouche, mais enfin, vous me pardonnerez. Salvini nous dit « J'ai reçu, nous l'Italie, avons reçu 700 000 personnes au cours des 3 ou 4 dernières années. » Et on lui dit « Il y a eu combien de demandes d'asile en Italie ?» Moins de la moitié. Et ils sont où les autres? Ben, les autres, ils sont partis en France, en Autriche, en Allemagne, etc., dans ce que j'ai appelé tout à l'heure une passoire, parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc les gens qui demandent le droit d'asile, ils formulent un dossier, ils savent qu'ils vont être soumis à une procédure d'instruction. Il y en a probablement une bonne moitié, plus de la moitié d'après les chiffres que je vous donne, hein, ça dépend des pays qui sont rejetés, et cela, il faut effectivement assurer leur retour dans le pays d'origine, puisque sinon on ne sait plus comment gérer le droit d'asile, et on laisse nos procédures s'encombrer, mais il y en a quand même beaucoup. Vous savez, quand on vient de l'Érythrée, quand on vient de la Syrie sous les bombardements, quand on vient de certaines zones de l'Afghanistan, on ne peut quand même pas dire que ce sont des migrants illicites qui viennent ici simplement parce qu'ils ont vu de la lumière. C'est vraiment le nombre de personnes qui sont en danger pour leur survie et leur intégrité physique est quand même encore relativement important aujourd'hui. Comment on peut imaginer de traiter le droit d'asile et l'immigration entre le Mexique et les États-Unis? Je pense qu'il y a en Amérique latine des pays dans lesquels le droit d'asile se justifie pleinement. Je n'ai pas besoin de prendre d'exemple, mais enfin, quand on est sous le régime de M. Maduro, je peux comprendre qu'on réclame le droit d'asile et qu'on cherche à quitter son pays. C'est d'ailleurs ce que font des centaines de milliers de ses concitoyens. Après, il y a aussi ce que la presse, justement, appelle improprement l'asile économique. C'est-à-dire, effectivement, on est dans une situation dans laquelle les images circulent librement, dans laquelle il n'est pas considéré comme anormal, on ne peut pas considérer comme anormal que des gens qui voient les niveaux de vie que nous avons les uns et les autres puissent leur faire envie par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Cela dit, il faut savoir aussi qu'en général, c'est plutôt des gens appartenant aux classes moyennes de ces pays, c'est-à-dire des gens plutôt informés, qui sont plutôt au courant, qui ont plutôt les outils technologiques, qui vont chercher à migrer, que véritablement les paysans, les gens qui sont attachés à la terre, etc., qui, eux, n'ont pas encore ce niveau d'information aujourd'hui. Alors, Trump, j'allais dire, ce n'est pas complètement notre problème. Si j'étais facétieux, je dirais, dans un pays qui a été depuis 3 siècles constitué uniquement par des vagues migratoires, parce que les autochtones, il n'en reste pas beaucoup, c'est vrai que c'est un peu paradoxal qu'on dise aujourd'hui, ça revient à peu près à ça, je retire l'échelle. On est bien maintenant et je retire l'échelle. C'est d'ailleurs un réflexe qui existe aussi dans nos régions. Hein. C'est un réflexe qui existe fortement aux États-Unis. On l'a vu dans certaines analyses électorales où on a vu que des immigrés de la 2e ou la 3e génération n'avaient qu'une envie, c'était effectivement de fermer la porte. Moi, je crois que dans le pays dans lequel nous sommes, mais de nouveau, ça nous éloigne un peu de l'asile, dans la situation internationale dans laquelle nous sommes, il faut que l'on ait une réflexion sur ce que vont être les mouvements migratoires, non seulement aujourd'hui, mais dans les décennies qui viennent. Si on croit qu'on va pouvoir juste les arrêter comme l'eau d'un robinet en mettant la main au bout du bec du robinet, je crois qu'on se fait beaucoup d'illusions. Et qu'il va falloir c'est aussi pour ça qu'on souhaite que l'Europe prenne un rôle plus important dans ces politiques-là, qu'il va falloir gérer à la fois des accords de retour au pays d'origine pour les gens qui n'ont pas d'éligibilité au droit d'asile, à la fois des accords de développement pour permettre aux populations de trouver des conditions de vie à peu près décentes dans les pays où elles sont, et à la fois des accords migratoires qui, pour de la migration de travailleurs qualifiés, pour de la migration de personnes en formation, pour de la migration temporaire, avec des gens qui viennent par exemple parfaire un peu leur technique, etc., sous engagement de repartir au bout de quelques années, 5, 6, 8 ans, peu importe, il faudra trouver des espaces de respiration parce que c'est la politique de
pas une seule entrée d'immigrés non européens est une politique qui aussi est en train de faillir et dont on voit bien qu'elle n'est pas tenable à terme. Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité, avant même de se poser la question du droit d'asile, de porter secours aux gens. Alors, on a bien vu à travers des péripéties de l'Aquarius que porter secours aux gens est politiquement sensible. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment se fait-il que l'Aquarius ne puisse pas obtenir le droit de naviguer avec un pavillon français, par exemple? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Moi, je crois que ce qu'on a fait à l'Aquarius, et pas seulement à l'Aquarius, est littéralement indigne. Ce qui est vrai, c'est que nous avons laissé se noyer des milliers de personnes dans la Méditerranée. Je veux dire, c'est un constat tout simple. Et que quand on laisse faire ça, je pense qu'on devrait tous avoir un peu de mal à se regarder dans la glace le matin en se disant « Tiens, il y a quelques milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui sont mortes simplement parce qu'elles voulaient arriver en Europe. » Le fait qu'elles soient en situation de danger mortel ne signifie pas qu'elles ont un droit à entrer en Europe. Mais ça signifie au moins qu'on a un devoir de secours. Je pense qu'il y a un certain nombre de marins parmi vous qui considèrent que on ne discute même pas le devoir de secours en mer. C'est juste, on y va et puis après on voit ce qu'on fait. Mais en toute hypothèse, on sauve les personnes et on les met dans un endroit sûr. Si j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, le premier problème a été, que certains pays ont commencé à dire « moi j'en peux plus ». L'Italie a été probablement le premier, mais enfin en Grèce on a aussi connu un peu ça. Peut-être aussi certainement aussi qu'il y a eu ici un défaut de solidarité. Qui a été d'ailleurs causé par le système de Dublin, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on a dit à Dublin, oui, c'est l'Italie qui s'occupe de tous ceux qui viennent en gros de l'Afrique du Nord et peut-être plus de l'Afrique en général, on a commencé à jeter le germe de l'absence de solidarité. Après, ça ne justifie pas le fait qu'on dise, il y a un bateau de secours, je refuse l'entrée dans mon port. Ça, c'est carrément inqualifiable. Enfin, je pense qu'on sera assez nombreux à le reconnaître. Après, on peut se dire, oui, mais est-ce que, parce que c'est un débat qui a eu lieu entre plusieurs personnes relativement compétentes, qui ont dit, mais est-ce que le fait de dire aux gens, vous allez être sauvés, ça ne crée pas un appel d'air pour que, justement, les trafiquants continuent à en mettre un maximum sur les bateaux? Ben oui. Oui, mais enfin, les pauvres gens qui sont sur les bateaux, ils y sont pour rien, eux. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été entre les mains de trafiquants? Est-ce que c'est parce qu'on leur a raconté des salades, etc., qu'il faut les laisser mourir? Moi, je me rappelle un jour, on ne devrait pas rire avec ça, mais c'est plus que du rire, c'est de la réflexion. Je crois que c'est Xavier Gors, le dessinateur que certains connaissent, qui fait des caricatures parfois un peu, voilà, les indégivrables ou quelque chose comme ça, qui mettait en situation deux personnages et dont l'un disait à celui qui était en train de se noyer, « Je comprends bien votre détresse, mais si je vous secours, il y en a d'autres qui vont venir faire comme vous et se jeter à l'eau. Donc je suis désolé, mais au nom de la rationalité, je préfère vous laisser vous noyer. » On ne peut quand même pas accepter quelque chose de ce type. Après, le rôle de la France, oui, je ne me sous-estime pas. Je pense que la France n'a pas été à la hauteur de sa tradition et de ses valeurs en ne permettant pas, en ne facilitant pas l'Aquarius et d'autres, en disant « oui, ok, je vais leur donner un pavillon, je vais leur donner de quoi se sauver ». Je pense que là, mais bon, c'est un propos qui n'engage que moi, on n'a pas été à la hauteur des traditions de notre pays. Bonjour, Ariane Chérel. Alors j'ai une question par rapport aux réfugiés climatiques, parce que vous l'avez mentionné brièvement. Et j'ai lu un article comme quoi un groupe de travail des Nations Unies avait évalué le nombre de réfugiés climatiques à 1 milliard d'ici 2050. Donc, et effectivement, vous disiez qu'aujourd'hui on est protégé, mais finalement, les réfugiés climatiques, on ne sait pas qui va être touché par quoi. Donc on pourrait être concerné. Et est-ce que vous avez Est-ce que vous confirmez déjà les chiffres et est-ce que vous avez des idées de pistes ou de... Parce que l'article soulignait une grande impréparation par rapport à ce nombre. Bon, c'est un sujet qui est à la fois important et dans lequel il y a beaucoup de fake news, j'allais dire.
De fake news d'ailleurs qui... alors, d'abord une chose, personne n'est vraiment... Il n'y a aucun sachant qui peut nous dire quels vont être les effets du changement climatique sur les mouvements migratoires. La plupart quand même des gens se disent « ça ne peut pas rester sans effet ». D'abord parce qu'il y aura des terres qui vont être submergées. Ça, il faut le savoir, mécaniquement, la montée du niveau des eaux vont faire que certaines terres vont être submergées. Alors pour l'instant, c'est plutôt des îles du Pacifique, c'est plutôt des régions comme ça. Ce n'est pas 1 milliard de personnes. Mais il peut y avoir effectivement des effets dévastateurs, de désertification de certaines régions agricoles. Oui, c'est vrai. Le GIEC a mis un groupe de travail, le GIEC qui est quand même, malgré les climato-sceptiques plutôt réputé pour son sérieux, a mis en place un groupe de travail dans lequel il dit que ça va être très important. En même temps, le GIEC, ce n'est pas son cœur de métier et en la matière, le groupe de travail, c'est plutôt, on va dire, contenté de rassembler les publications disponibles, donc qui sont d'opinions extrêmement diverses sur le sujet, et pour dire il y a un sujet qu'il faut traiter. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des propositions de notre rapport aussi, ça serait bien qu'on crée un véritable observatoire des migrations pour essayer non pas de voir ce qui s'est passé simplement au cours des décennies qui sont passées, mais ce à quoi on peut s'attendre au cours des décennies à venir. Ça, c'est la réponse pour dire à quoi peut-on s'attendre et qu'est-ce que ça va donner. Quand je dis aujourd'hui la Convention de Genève ne traite pas les réfugiés climatiques, c'est un raccourci. Parce qu'après tout, si le climat devait déclencher une catastrophe naturelle majeure, on prendrait effectivement comme réfugiés les quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui sont frappées par ce cataclysme. Mais c'est vrai qu'elle ne couvre pas la situation dans laquelle un pays, effectivement, parce que son agriculture est devenue, qui était très dépendante à certaines productions, est devenue inapte à fournir des emplois, de la richesse et des exportations. Non, ce n'est pas prévu par la Convention de Genève. Certains, d'ailleurs, nous disent, c'est une des critiques qu'on nous a faites, oui, mais vous prenez la Convention de Genève telle qu'elle est, pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé de la faire évoluer? Il y a des situations dans lesquelles aujourd'hui on pourrait effectivement intégrer de nouveaux droits qui ne sont pas couverts par la Convention en disant on va essayer de l'élargir. Franchement, ça n'a pas été notre priorité. On s'est dit, écoutez, si on commençait déjà à appliquer la Convention dans l'état où elle est, ça serait déjà pas si mal. Et qu'après, s'il y a des situations qu'on prévoit et dans lesquelles on se dit il faudra faire évoluer, peut-être qu'on va attendre un peu de voir si les situations sont au rendez-vous et s'il faut effectivement faire évoluer les textes. Mais déjà, faisons respecter les textes tels qu'ils existent avant de se poser la question d'une réforme. S'il y avait une réforme de la Convention de Genève aujourd'hui, vous savez, moi je serais un peu inquiet sur les résultats auxquels on aboutirait. Parce que compte tenu, on va dire, de l'état des opinions, y compris dans les pays développés, et notamment dans les pays développés, je ne suis pas sûr qu'on obtiendrait mieux. Et je craindrais même qu'on obtienne moins bien que ce que nous avons aujourd'hui. Bonjour, j'ai deux questions si vous le permettez. Vous avez évoqué le retour vers leur pays d'origine de certains demandeurs qui ne correspondent pas aux critères. On voit difficilement, et cela est certainement très peu appliqué, concernant l'Afghanistan, le Pakistan, l'Érythrée et autres Soudans. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays d'Afrique, et essentiellement les pays d'Afrique de l'Ouest, jouent le jeu dans le cadre du retour de certains? Ceci est ma première question. Ma deuxième question concerne le déplacement du flux migratoire. Aujourd'hui, c'est très peu l'Italie, pratiquement pas la Grèce. On l'observe entre le Maroc et l'Espagne. Est-ce que vous avez des informations concernant, je dirais, la réaction du gouvernement espagnol vis-à-vis de ces nouveaux arrivants? Alors, sur votre premier point, la réponse est non. Il faut le dire carrément. Les accords de réadmission, d'abord, parfois, ils n'existent pas, et puis ils fonctionnent mal. Ils fonctionnent mal, avec des justifications qui ne sont pas complètement dénuées de fondement non plus. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous allez discuter avec le président du Sénégal, et vous lui dites, écoutez, il y a plein de Sénégalais qui viennent demander l'asile, la plupart vont être déboutés, vous devez les reprendre, plutôt que de nous les laisser en situation illégale. Alors, sur le plan, on va dire,
intellectuels, les Sénégalais vont vous répondre oui, je comprends, etc. Mais après, ils vont vous dire oui, mais attendez, qu'est-ce qui me prouve qu'ils sont Sénégalais? Qu'est-ce qui me dit que ce ne sont pas des Peuls qui viennent du Mali, que ce ne sont pas des gens qui viennent de Gambie, qui viennent d'ailleurs, etc. Le tout étant parfois un peu instrumentalisé. Donc en réalité, quand vous demandez un visa de réadmission au consulat sénégalais, vous entrez dans quelque chose qui va pas être forcément refusé à la fin, mais qui va prendre des mois et qui va permettre de réacheminer peut-être 10% des personnes dont vous pensez qu'elles devraient être réacheminées. Alors, quand je dis ça peut reposer sur des motifs qui ne sont pas sans fondement, c'est que il ne va pas l'écrire, il ne va pas le dire publiquement, mais un dirigeant sénégalais pourrait vous dire « Vous êtes gentil, vous, hein, mais vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut que je reprenne 10 000 personnes et qu'en contrepartie, je vais d'ailleurs recevoir un peu d'aide. Ces 10 000 personnes, par les transferts financiers qu'elles envoient à leur famille d'origine, elles enrichissent le Sénégal 3 fois plus que le volume d'aide que vous me proposez. C'est parfois vrai. C'est parfois vrai parce que les populations illégales, les immigrés illégaux, clandestins, installés, qui ont créé d'ailleurs, c'est un des sujets de préoccupation dans nos sociétés, hein, qui créent une économie parallèle dont souffrent les artisans, dont souffrent toute une série de professions qui sont l'objet d'une espèce de concurrence déloyale en quelque sorte. Il n'empêche qu'ils envoient beaucoup d'argent dans leur pays d'origine et que les pays d'origine se disent, après tout, je n'ai pas de raison de me précipiter pour les faire revenir alors qu'ils contribuent finalement à faire vivre un peu de leur famille. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, ça veut dire que la réponse, elle doit être multiforme. Ça veut dire que la réponse, elle doit être effectivement sur l'acheminement, le réacheminement et des efforts budgétaires. Ça veut dire qu'elle doit être aussi dans des accords de coopération technique pour fiabiliser l'état civil, pour mettre en place des forces de contrôle des frontières qui soient efficaces aussi dans ces pays-là. Ça veut dire aussi qu'il faut... Donc, ça ne se fera pas à coût zéro. Ça, je crois qu'il faut être conscient de ça. Ça nous coûtera de l'argent que de négocier d'égal à égal avec certains de ces pays pour les amener à revenir sur une situation qui aujourd'hui ne les encourage pas à accepter des accords de réadmission. Après, peut-être aussi qu'il faudra de temps en temps accepter de mettre un peu de pression, y compris par exemple sur des accords commerciaux, sur des accords d'assistance technique, militaire et autres, en leur disant, écoutez, on ne peut pas non plus tout donner, et puis que de votre côté, il n'y a pas... C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on pense que ça doit être une politique européenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser chaque pays discuter bilatéralement avec chacun des autres pays des accords de réadmission. C'est inefficace d'abord parce qu'on ne fait pas masse. Si l'Europe parle d'une seule voix, elle est quand même nettement plus efficace. Et puis deuxièmement, que faire parler l'Europe, je suis désolé, mais ça permet aussi, on va dire, d'atténuer le lien de contentieux colonial qui existe dans les relations bilatérales. C'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui d'aller dire à des pays comme l'Algérie, mais aussi à des pays d'Afrique de l'Ouest, écoutez, on va taper du poing sur la table et on va vous suspendre tous les accords préférentiels qu'on a en matière commerciale, les accords d'assistance technique, les accords d'assistance militaire, etc. Je pense que l'Europe est mieux placée pour tenir ce discours que la France. Et c'est vrai pour les autres pays qui ont été puissances coloniales. L'Espagne est effectivement une destination aujourd'hui un peu privilégiée parce que... alors, d'abord, on parlait tout à l'heure des passeurs et des bandits qui trafiquent de la chair humaine, parce que c'est exactement ça qui se passe. Il faut savoir qu'ils sont extraordinairement bien organisés. Extraordinairement organisés. D'abord, ils ont des bateaux qui pour eux-mêmes vont très vite. Ils ont des systèmes de communication qui en temps réel leur disent tel port est accessible, tel autre ne l'est pas, telle route finalement est en train de s'ouvrir, etc. Et ils réorientent leur trafic de façon relativement instantanée. On constate aujourd'hui, pas seulement pour l'Espagne, mais on constate aujourd'hui qu'il y a des mouvements migratoires qui se font en traversant l'Atlantique pour aller du côté de l'Amérique latine et pour revenir ensuite du côté européen. Ce n'est pas infinitésimal, c'est-à-dire ou passer par des pays d'Asie pour redemander l'asile, parce qu'ils cherchent les routes à tout instant qui peuvent être ouvertes ou en tous les cas moins fermées.
C'est aujourd'hui le cas de l'Espagne. L'Espagne, ce n'est pas encore des centaines de milliers de personnes, mais c'est des dizaines de milliers. L'Espagne a aujourd'hui une attitude que je trouve relativement courageuse, puisqu'elle fait partie des pays qui disent « Écoutez, nous, on est prêts à prendre notre part du fardeau, mais on demande aussi à ce qu'il y ait une solidarité européenne qui se mette en place. » Donc il n'y a pas aujourd'hui en Espagne de mouvement similaire à celui qui existe en Italie. Si demain ils reçoivent 700 000 personnes ou 1 million de personnes, ça ne m'étonnerait pas que ça se fasse. L'Espagne a aussi la chance, entre guillemets, de ne pas avoir la Libye à proximité de ses côtes. Elle a plutôt le Maroc qui tient un peu mieux son pays que ce qui se passe en Libye. Voilà. Mais c'est vrai que les flux sont plus importants et c'est vrai que si on ne met pas en place un mécanisme qui assure une solidarité européenne et une gestion correcte de ces flux-là, on aura un problème avec l'Espagne aussi. Alors, moi je suis embêté parce que vous êtes un spécialiste. Oh non. Et vous nous dites les élites sont dévalorisées aujourd'hui, donc il n'y a pas de spécialiste. Il y a une solution de droit, mais d'ailleurs elle ne fonctionne pas, oui. Donc il n'y a rien à faire. Alors, moi je ne connais... si c'est ce que vous avez compris, si, dire, monsieur, je me suis vraiment mal exprimé. Mais non, mais si vous voulez, vous avez dit vous-même, vous avez dit vous-même qu'il y a en gros, bon, mettons entre 30 et 40% de gens qui justifieraient du droit d'asile. À mon avis, tout de même avec une interprétation déjà assez large. S'il y avait 60% des gens qui ne justifiaient pas du droit d'asile et qui devaient repartir, ça se saurait, enfin ça se saurait, et qui repartait, ça se saurait. Il n'en repart pas 60%. Bon, alors le seul pays, je pense, qui a trouvé une vraie solution, c'est l'Arabie saoudite. C'est drôle, il n'y a pas d'immigration non contrôlée. Parce qu'il y a une immigration d'esclavage ou d'esclavage économique, mais il n'y a pas d'immigration non contrôlée. Bon, alors ces gens-là ont pris un certain nombre de solutions. Si vous voulez, ce qui est dramatique en France, c'est que les spécialistes, vous en êtes un, j'en connais un autre d'assez près qui est la CIMAD par exemple, sont des gens qui de toute façon disent « Bon oui, le droit d'asile, bon ça peut être petit, grand, s'élargir, etc. Mais de toute façon, à partir du moment où on veut rester d'origine chrétienne, bien que nous soyons laïcs, il n'y a rien à faire, quoi, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Et comme on a un enchaînement de lois qui fait que la pâtisserie est de tous les jours plus intéressante pour les gens de l'extérieur et mieux connue grâce à Internet et je ne sais pas quoi, eh ben ça continuera, point. Voilà, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis qu'il faut sauver le droit d'asile parce que c'est une priorité absolue. Non, c'est pas théorique. Non, c'est très pratique puisque, comme vous l'avez dit ou comme vous l'avez compris cette fois, il y a des procédures qui permettent d'octroyer le droit d'asile à ceux qui en sont dignes. Après, ce qui ne fonctionne pas, ça n'est pas le droit d'asile. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le traitement des gens qui ne sont pas éligibles au droit d'asile. Mais ça, ce n'est pas le droit d'asile. Ce n'est pas le droit d'asile qui ne fonctionne pas. La population, effectivement... La population, elle se fiche à la limite du droit d'asile ou du pas droit d'asile. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi, quand elle veut rentrer à Mantes ou je ne sais pas où, elle n'est plus dans son pays. C'est ça son problème. Oui, mais moi, ce n'est pas ma réponse, ça. Hein. J'allais dire, c'est votre question, ce n'est pas ma réponse. Ce n'est pas le sujet que j'ai traité. Donc, si vous m'amenez comme, j'allais dire, un journaliste de télévision instantanée et permanente en disant « Oui, mais attendez, vous ne répondez pas à la question, vous ne répondez pas aux préoccupations, etc. » Je veux dire non, je ne cherche pas d'ailleurs à répondre aux préoccupations. Je ne cherche pas non plus à caresser dans le sens du poil des gens qui, effectivement, sont pour probablement 30% d'entre eux d'origine étrangère et qui, aujourd'hui, expliquent qu'il y a trop d'étrangers en France. Moi, déjà, j'ai tenu ce discours à quelqu'un qui s'appelait Éric Besson il y a bien des années. Je lui ai dit, écoutez, on se voit, on dîne ensemble, on parle de politique européenne. Si la France n'avait pas été une terre d'accueil, je ne serais pas ici. Donc voilà, regardez ma tête, regardez mon nom et vous comprendrez déjà pourquoi. Après, c'est clair que ce n'est pas une réponse à cette question de politique migratoire, qui est un autre sujet qu'on va traiter. Donc on va traiter aussi, parce que je pense qu'il faut le traiter, parce qu'on est soumis aujourd'hui à des pressions relativement fortes, mais ça n'est pas le droit d'asile. Ce n'est pas une faillite du droit d'asile. Le droit d'asile, il peut très bien fonctionner et il doit très bien fonctionner. Qu'il y ait ensuite, effectivement, à travailler sur les accords de réadmission, à mobiliser des moyens européens, y compris Frontex, pour effectivement mettre en place des politiques de retour, bien sûr qu'il faut le faire.
Bien sûr qu'il faut le faire, parce que sinon on ne sauvera pas le droit d'asile. Mais en même temps, ça n'est pas parce qu'il y a des clandestins en France qu'on va commencer à tout mélanger et à dire « attendez, on arrête, on ferme la porte au droit d'asile ». Ça, c'est le discours de Salvini. Et ça, c'est un discours que je ne veux pas entendre à titre personnel et qu'aucun de nos deux think tanks ne veut entendre. Et non pas pour dire « il n'y a rien à faire », non, il y a des choses à faire pour sauver le droit d'asile, mais il ne faut pas tout mélanger. À l'intérieur de l'Europe, quelles pourraient être les actions à entreprendre pour obliger certains États membres qui refusent toute migration, comme la Hongrie, je crois, que vous avez cité, pour obtempérer, si je puis dire? Ce que nous avons écrit, qui nous a valu aussi quelques volets de bois vert, c'est de dire la solidarité ne doit pas être à géométrie variable. Nous avons fait et nous faisons encore des efforts considérables pour permettre l'adaptation, l'entrée harmonieuse de ces pays dans l'Union européenne. Sur le plan budgétaire, ça a été et ça reste encore extrêmement important. Et nous pensons qu'il faut utiliser, y compris ces arguments-là, pour leur dire, écoutez, alors on ne va pas leur dire, si vous n'acceptez pas X réfugiés, on va vous retirer X milliards. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. On va leur dire de façon extrêmement raisonnable, écoutez, la gestion du droit d'asile, la gestion de politique migratoire intégrée, ça va coûter de l'argent. La gestion d'accords avec les pays d'origine pour faire en sorte que les flux diminuent, ça va coûter de l'argent. Et cet argent, soit vous acceptez volontairement de contribuer à cet effort, soit il sera retenu sur ce qu'on appelle les fonds structurels. Parce que par définition, le budget européen, il n'est pas à géométrie indéfinie et que tout est dans tout. Il n'y a rien de plus fongible que l'argent. Et ces pays-là, qui sont parfois un peu agaçants encore une fois, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même été, certains de leurs ressortissants ont été quand même des grands bénéficiaires du droit d'asile pendant des décennies, et ils étaient bien contents qu'il existe à l'époque. Au passage d'ailleurs, je dis ça aussi des Italiens, bon, la moitié de ma famille est italienne, donc je peux vous dire que dans les discussions familiales, c'est parfois assez animé et agité. Je leur dis, mais attendez, s'il y a un pays qui a envoyé des dizaines de millions d'immigrés partout dans le monde, et pas seulement en Europe, aux États-Unis, en Amérique centrale, au Canada, etc., c'est quand même bien l'Italie. Alors aujourd'hui qu'on dise non, mais on veut plus un seul de ces migrants, c'est quand même un peu indécent. Voilà. Alors ça répond pas tout à fait à la question, mais c'est vrai qu'on pense qu'il faut tenir un discours de vérité, de sévérité aux pays qui refusent la solidarité. Solidarité, elle est inscrite dans les traités qui ont créé l'Union européenne, qui ont été acceptés, ratifiés par ces pays lorsqu'ils nous ont rejoints en 2004. Elle est inscrite, y compris d'ailleurs dans les articles qui traitent du droit d'asile et des politiques migratoires, parce que c'est fondé sur le principe de solidarité, je vous renvoie au texte, et donc il faut aussi l'appliquer et dire que je cherchais une image qui ne soit pas dévalorisante, mais on dit on ne peut pas non plus avoir de temps en temps la bourse ouverte quand on veut avoir des transferts budgétaires massifs et la bourse fermée quand il s'agit de participer à des efforts de solidarité. Bonjour, je suis Peggy Villidal. Merci beaucoup de nous rappeler avec vos propos rassurants sur l'indignité de la France relativement à la gestion de la question de l'Aquarius, qu'on peut quand même se positionner de manière respectable et solidaire. Et justement, à ce sujet, vous avez évoqué la nécessité de renforcer la solidarité européenne pour traiter correctement de la question du droit d'asile. Dans le même temps, vous avez aussi évoqué, entre les lignes, votre inquiétude si aujourd'hui on avait à repenser la Convention de Genève. Du coup, je suis un peu entre les deux et je sais qu'on a besoin, je crois au fond que nous avons tous besoin aujourd'hui, notamment pour traiter de cette question du droit d'asile qui est mêlée, même si c'est sans doute de manière abusive, mais elle est quand même très mêlée aux questions d'immigration, on l'a dit tout à l'heure, et de politique migratoire. Est-ce que vous pensez que pour justement arriver à avoir plus d'Europe chez nous et avoir une Europe sensée, le droit d'asile pourrait être une opportunité précisément pour l'Europe dans sa globalité, mais pour la France en particulier, une opportunité donc à repenser cette Europe, à lui redonner une existence autre que celle que on a vaguement, enfin on entend tous là et on a tous entendu autour des ronds-points et autres pour ne pas, pour parler un peu d'actualité, en disant que l'Europe n'est pas que ce n'est
n'est pas que la PAC, ce n'est pas que cette espèce de gros machin qui nous tape sur la tête. Est-ce que justement, de votre point de vue aussi de spécialiste et de juriste, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ça pour re-rentrer dans la question de qu'est-ce que c'est que l'Europe, pourquoi on en a besoin et comment elle peut nous apporter beaucoup? Ça serait mon vœu le plus cher. Moi, je crois beaucoup à ça, effectivement. On a fêté ou commémoré les 50 ans de mai 68. Je crois qu'on n'est pas amoureux du grand marché unique. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien, ce grand marché unique. Il nous a apporté des niveaux de prospérité qu'on n'avait jamais connus auparavant quand même. Hein. La libéralisation des échanges, ça a aussi des effets économiques. Mais évidemment que le projet européen ne peut pas se réduire à ça. L'Europe, elle a un certain nombre de valeurs autour desquelles elle s'est constituée. La paix, les droits de l'homme, l'égalité, la solidarité, etc. C'est des valeurs sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler. Je crois aussi qu'on a perdu de vue un concept qui a un peu fleuri il y a quelques décennies, qu'on appelait l'Europe des citoyens, dans lesquels on essayait de faire en sorte que les Européens essayent de devenir ou de redevenir fiers d'être Européens. Ça n'est pas incompatible d'ailleurs avec le fait d'être et de redevenir fier d'être français ou fier d'être allemand ou fier d'être néerlandais, mais fier d'être européen, je crois que c'est aussi une question de valeur, une question de tradition. Je ne veux pas trop entrer dans la question religieuse qui a été effleurée tout à l'heure parce que c'est un peu touchy, comme disent les Anglais, et puis c'est pas forcément par là que va arriver la solution. Juste une anecdote, un jour j'étais avec l'Institut Montaigne en Pologne, et effectivement, on s'est fait un peu agresser sur les traditions chrétiennes de l'Europe. On dit, mais c'est une réalité incontestable. Ça ne veut pas dire que ça doit être comme ça dans la nuit des temps, mais c'est une réalité incontestable. J'ai juste fait une petite pique, j'ai dit c'est amusant parce que nous, quand on est en Europe de l'Ouest, il y a un mot qu'on utilise, que j'entends jamais en polonais, de la part des intervenants polonais, c'est la tradition judéo-chrétienne. Je ne sais pas, il y a un morceau qui a disparu. C'est pas seulement amusant parce que c'est aussi un tout petit peu effrayant quand même de se dire qu'on en est rendu là. Ce que je comprends en revanche, c'est que par le droit d'asile, il y a effectivement une opportunité pour que l'Europe retrouve une relation au monde qu'elle est en train de perdre. Qu'elle ait la foi dans ses valeurs, dans sa solidité, dans sa force, y compris sa force morale, pour dire nous ne sommes pas seulement une puissance économique, nous avons aussi des valeurs que nous avons envie de défendre et nous avons aussi la volonté d'être pris en considération et non pas de nous replier sur nous-mêmes. C'est effectivement quelque chose, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui regardent ce qui se passe en Europe sur le droit d'asile et qui sont un peu inquiets de voir la réponse qui est donnée. Ça ne sera pas l'alpha et l'oméga de la construction européenne, mais c'est un symbole à mon avis fort, comme l'égalité homme-femme, comme ce que j'appellerais pas la laïcité, mais une espèce de volonté de séparer le temporel et le spirituel. En tous les cas, de ne pas donner aux forces dites spirituelles le pouvoir de régir les relations dans la cité. Ça fait quand même partie aussi des valeurs européennes qu'il ne faut pas hésiter à défendre. Après, je pense aussi qu'il faut redonner. Nos amis anglais ont quand même, dont je regrette profondément le départ, hein, mais ont aussi été un peu responsables de la mise au rebut de tout ce qu'on a appelé l'Europe des citoyens, l'Europe symbolique, le passeport, le drapeau, l'hymne, la possibilité de nous présenter en Européens dans toute une série d'événements, etc. Ils ont même carrément demandé à ce que, lorsqu'on a renégocié le traité de Lisbonne, tout ça disparaisse du préambule et des mesures. Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur, d'abord a fortiori s'il quitte l'Union européenne. Et je crois qu'il faut aussi qu'on soit capable, dans la prochaine campagne électorale qui est en train de s'ouvrir, de dire, en particulier aux jeunes qui vont être des abstentionnistes majeurs, hein, j'en ai bien peur, de leur dire, mais l'Europe, c'est non seulement votre sécurité et votre paix, mais c'est aussi des valeurs, un art de vivre, une façon de vivre ensemble qui mérite d'être protégée, développée et promue à travers le monde. Et on ne le fera pas en se repliant sur nous-mêmes. Je vais avoir une question très personnelle vis-à-vis de vous. Vous avez un nom qui est manifestement d'origine immigrée, oui, mais vous êtes une magnifique, un superbe exemple d'une intégration plus que totalement réussie. Est-ce que cette situation peut générer, vis-à-vis de vos interlocuteurs, quelquefois, des réactions, on va dire, d'hostilité à votre personne? Oui.
il faut le dire. Enfin, pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Vous savez, d'abord, à titre personnel, moi je suis né en France, j'ai été élevé dans une culture française, européenne, etc. Je me suis évidemment intéressé à la culture du Vietnam et de l'Asie pour des raisons assez facilement compréhensibles. Mais je n'ai pas été élevé dans cette tradition. J'ai été élevé en dehors de toute diaspora, etc. Donc voilà, je me sens pas, à part mon nom et un peu la couleur de ma peau, qui fait d'ailleurs qu'on me prend plus souvent pour un maghrébin que pour un métis de vietnamien. Enfin bon, après tout, c'est pas injurieux non plus, hein. On a les gènes et l'apparence qu'on peut. Mais oui, ça peut brouiller les pistes. Non, j'ai eu parfois ce type de discussion et j'ai eu parfois ce type de regard. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Et je crois que, en revanche, ce qui est vrai, c'est que je fais partie des gens qui portent assez fièrement le fait d'être sorti plutôt d'une origine plus que modeste, avec pas forcément toutes les armes et toutes les codes dans les antécédents familiaux, et qui ont fait un petit parcours qui n'est pas exceptionnel, mais enfin qui est plutôt un parcours d'intégration relativement réussi. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que pendant plusieurs années, j'ai été secrétaire général du Club 21e siècle, que dont certains connaissent ici, en disant, parce qu'il faut qu'on puisse être capable aussi de donner une vision un peu différente de ce que sont les réussites d'enfants issus de ce qu'on appelle la diversité d'origine. C'est un peu long, mais c'est quand même aussi intéressant de se dire qu'il y en a plein qui ont réussi, et qui ont réussi sans être ni joueurs de foot, ni chanteurs de rap, ni vendeurs de barrettes de cannabis. J'ai le plus grand respect pour les footballeurs, encore plus pour les joueurs de rap, même s'ils m'écorchent un peu les oreilles de temps en temps, un peu moins pour les vendeurs de barrettes de cannabis, mais enfin, on constate quand même qu'il y a dans cette génération, deuxième ou troisième génération d'immigration, beaucoup de réussites et de parcours exemplaires qu'il faut mettre en évidence. En même temps, il y a aussi beaucoup d'échecs. Et il y a beaucoup d'échecs qui sont liés pas tellement à la couleur de la peau ou aux origines ethniques, entre guillemets, surtout au fait que quand on est effectivement élevé dans un ghetto avec le père qui est au chômage, la mère qui fait des ménages, et dans lequel la culture générale est certainement pas « il faut bien travailler à l'école » ou « ne l'est pas » ou « ne l'est plus », c'est sûr qu'on est sur des parcours qui ne sont pas tout à fait vainqueurs. Voilà. Je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais j'allais dire, je sens de temps en temps ce regard d'hostilité, plutôt moins fréquemment que je ne l'aurais imaginé. Peut-être aussi, je ne sais pas si ça joue, mais ben, bon, peut-être aussi que 1m85, 90 kg, c'est peut-être un peu moins facile de me dire Salchintok, etc. Encore que je l'ai entendu dans les cours d'école, hein, c'est pas. Ben voilà, on survit à ça. Après, je pense que ça fait aussi partie. J'ai aucun problème à me dire je suis profondément européen. Je veux même dire une petite blague, quand on me demande comment je vis mes origines, je dis bah, c'est simple, moi je suis une banane, c'est-à-dire jaune dehors et blanc dedans. Dans un sujet aussi débattu, comment la France peut-elle signer Marrakech Comment la France pourrait-elle ne pas signer Marrakech? Franchement. Ou ne pas signer, ou signer, j'en sais rien. Comment? Est-ce que vous avez lu Marrakech? Oui. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a qui vous choque dedans? Il y a beaucoup de choses qui me choquent, et il y a une chose qui me choque en particulier, c'est le fait que ça n'est pas contraignant. Voilà. Non, donc, si vous voulez, on sait ce que ça veut dire. Enfin, si vous voulez, on a tout de même une vague souvenirs, de choses comme ça. Puis j'en ai une deuxième. Vous voulez défendre quelque part le modèle européen. Moi aussi. Bon. Il y a un nouveau modèle qui est en train de monter, qui s'appelle le modèle chinois, qui est assez différent. Je ne sais pas si vous avez sûrement lu beaucoup plus que moi encore, que maintenant, les Chinois, et ça commence à sortir de l'expérimentation pour devenir une généralisation, sont notés un par un. Et en fonction de ces notes, de ces notes, vous avez le droit de voyager, de ne pas voyager, de devenir cadre, chef, membre du parti, je ne sais pas quoi, etc., si vous voulez. Et monsieur, alors je ne me rappelle jamais son nom, Xi Jinping explique que, bah oui, les règles du jeu ont été faites par les Occidentaux et les Européens, dont les Européens, entre 1918 et 1945, la SDN, etc., l'ONU et tout le bazar, mais qu'après tout, c'est un schéma, ce qui est vrai, et qu'il y a un autre schéma qui s'appelle le schéma chinois, dans lequel le chef est le chef, quoi, point. Terminé, avec une bonne police. Bon. Donc, quelque part,
Oui, là aussi, on est vraiment un peu loin du sujet. Mais enfin, moi, non, Marrakech, c'est dans le sujet, mais je pense que quand vous dites que ça n'est pas contraignant, d'abord, c'est pas vrai, parce qu'un accord, il engage moralement. Ensuite, je suis désolé, mais si vous l'avez lu, Marrakech, il commence par une affirmation de principe, un de ses articles majeurs, qui dit exactement, c'est-à-dire que je ne touche pas à la souveraineté des peuples. Et des pays. Ben oui, mais alors vous ne pouvez pas me dire à la fois c'est pas contraignant et à la fois ce qui est dit dedans, je n'y crois pas, parce que c'est l'un ou l'autre. Soit vous pensez que ça ne vaut rien, soit vous pensez qu'après tout, cette affirmation selon laquelle on essaye d'organiser la réception, la coopération, la négociation internationale pour essayer de gérer correctement les flux migratoires, qui de toute façon vont arriver, ça c'est ma conviction, et de dire en même temps, oui mais attendez, il ne faut pas le signer parce que ce n'est pas contraignant. Là j'ai un peu de mal à gérer la contradiction. Bon, je pense que Marrakech, j'étais à Marrakech d'ailleurs au moment où le... Non mais plein de gens respectables ne l'ont pas signé, et je pense que la France aurait pu ne pas le signer. Heureusement, je crois que le président de la République a aussi pesé de son poids pour dire, je ne vois pas pourquoi on ne signerait pas ça. Et je pense qu'on a raison de signer Marrakech et que j'aurais moi-même préféré que l'Union européenne signe Marrakech parce que c'est d'abord un accord de coopération internationale pour essayer de gérer les flux de façon organisée, en coopération les uns avec les autres, en regardant ce qui se passe et en essayant de gérer les situations dramatiques lorsqu'il y en a. Ça n'est pas du no borders, hein, ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas sur les frontières sont abolies, chacun va vivre là où il veut. Peut-être que d'ailleurs c'est quelque chose qui arrivera dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est pas non plus complètement idiot de se dire qu'à échéance de quelques décennies ou d'un siècle ou deux, si l'humanité est encore sur Terre à ce moment-là, c'est-à-dire si elle a réussi à sauver la planète, on se dise, après tout, est-ce qu'on doit rester dans un pays dans lequel, enfin dans un ensemble de pays dans lequel tout circule librement, les capitaux, les marchandises, les services, etc., tout sauf les personnes humaines. C'est juste sur le plan conceptuel un peu compliqué à admettre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas audible, et heureusement que personne, sauf encore une fois les militants no borders, personne ne tient ce genre de discours. Mais quand même, Marrakech, je crois, est un bon accord, et pour ceux qui l'ont lu, verront que Marrakech, c'est certainement pas quelque chose d'indigne, et certainement pas quelque chose qui déclare que toutes les frontières doivent être ouvertes à tous les flux migratoires d'aujourd'hui et de demain. Après, je veux dire, la Chine, oui, si la Chine était un pays démocratique, ça se saurait. Hein. Non, ça n'est pas un pays démocratique. Ça n'est pas non plus d'ailleurs une économie de marché. Je veux dire, c'est un problème qu'il faudra qu'on gère parce que c'est devenu une très grande puissance, beaucoup plus que ça ne l'était il y a 30 ans, et il va falloir effectivement gérer ça. Mais ne prenons pas le modèle chinois pour dire, compte tenu du fait que ce qui se passe en Chine n'est pas satisfaisant, j'allais dire probablement que c'est encore moins insatisfaisant que ce qui s'y passait il y a 40 ou 50 ans, mais je suis d'accord, c'est inadmissible. On a d'ailleurs des législations d'origine française étendue au niveau européen qui s'appellent la protection contre l'exploitation des données individuelles, imparfaites mais qui sont parmi nos valeurs aussi et qu'il faut évidemment protéger, dont il faut assurer la protection pour éviter qu'on soit tracé par des caméras de surveillance qui vont mesurer nos caractéristiques physiques pour décider si on a le droit de prendre le métro et à quel tarif. Oui, bien sûr. Mais ça rejoint la question de madame, j'allais dire, l'Europe c'est aussi ça. C'est aussi ça qu'il faut se dire que demain on doit défendre, parce que demain ça risque d'être submergé si on ne se met pas ensemble pour le défendre efficacement. Ma question c'est sur la mise en œuvre de politique de droit d'asile ou de migration à travers les hotspots, c'est-à-dire à travers la mise en place de l'examen des dossiers sur place. Alors, on a eu, je crois que le président a promu un petit peu cette solution, mais sans qu'on sache très bien quelles sont les difficultés de sa mise en œuvre et jusqu'où est-ce qu'il y a une nécessité d'intervention sur place pour, on imagine que dans une situation de chaos, ça ne doit pas être très facile d'examiner, sur place, ça ne doit pas être facile d'examiner, de mettre en place ces contrôles. Est-ce qu'il doit y avoir une politique par rapport à ces politiques de hotspot, une politique définir des zones de sécurité dans lesquelles la population puisse se retrouver, dans lesquelles les dossiers puissent être instruits. Et donc, est-ce qu'il y a une politique militaire qui doit se superposer à la politique étrangère? Et est-ce que vous avez recommandé dans votre rapport cette solution des hotspots? Et jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour qu'elle soit cohérente? Alors, c'est ma première question. Oui. Vous aviez une autre question aussi? Parce que déjà, celle-là, elle va être assez complexe. La réponse va être assez complexe. D'abord, quand on parle de hotspot, il faut savoir de quoi on parle.
Est-ce qu'on parle de centres d'accueil situés à l'intérieur du territoire de l'Union européenne ou est-ce qu'on parle de zones situées dans des pays tiers auxquels on va demander de gérer pour partie les procédures de demande d'asile? Si on parle de la première solution, oui, c'est quelque chose que nous proposons de façon même un peu plus ambitieuse que ce qu'a dit la Commission européenne, de ce qu'elle a mis sur la table, en disant, c'est ce que j'appelais les centres européens d'accueil et de traitement, dont on pense qu'ils doivent être réservés aux personnes en situation d'urgence. C'est pour ça qu'on pense surtout aux pays riverains de la Méditerranée, de façon à pouvoir traiter les flux qui ont beaucoup baissé, mais qui vont probablement réaugmenter à un moment ou à un autre, en fonction de l'actualité internationale, pour pouvoir traiter des gens qui sont secourus parce que leur vie était véritablement en danger à raison de la tentative de franchissement des frontières. Donc ces centres, qui doivent être des centres d'accueil et de traitement accéléré, parce que nous disons aussi qu'il faut que ces centres puissent statuer en l'espace d'un mois. L'OFPRA nous dit oui, c'est tout à fait possible. En un mois, on peut faire une instruction correcte. S'il manque quelques dossiers, ça sera 6 semaines et pas un mois, mais enfin, on peut très rapidement traiter ces situations d'urgence-là, qui méritent un traitement différent, on va dire, du demandeur d'asile qui arrive par avion dans un aéroport, qui a d'autres types de problèmes, mais dont la vie n'est pas en danger, en tous les cas, pas immédiatement. Donc ça, il faut effectivement le faire, on est assez d'accord là-dessus. Mais encore une fois, il faut que ce soit sur un traitement efficace qui permette très rapidement de trier ceux qui sont éligibles au droit d'asile et ceux qui ne le sont pas. Et ensuite de pouvoir prendre en charge, au titre du retour dans le pays d'origine, ceux qui ne le sont pas. S'il s'agit ensuite de centres, on va dire, déportés à l'extérieur de l'Union européenne. Nous sommes très méfiants, pas tellement sur le principe, mais sur la façon dont c'est géré. Un des membres de notre groupe s'appelle Jean-François Rial, qui est le président de Voyageurs du Monde. Il a évidemment des filiales un peu partout, il se balade partout. Il est revenu de Libye, où on lui avait d'ailleurs dit qu'il ne fallait pas qu'il y aille, mais il est revenu complètement horrifié par ce qui se passe là-bas. En Libye, c'est pire que de l'esclavage. Hein. C'est de l'esclavage, c'est des mauvais traitements, c'est des tortures. La Libye n'est pas un pays digne sur lequel on puisse se reposer pour nous aider à gérer les flux migratoires. C'est aussi bête que ça. Peut-être que ça viendra le jour où on aura des pouvoirs publics qui seront mis en place, mais je ne crois pas que ce soit dans les semaines et les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est le règne des trafiquants, y compris chez les gardes-côtes d'ailleurs. Il y a chez les Libyens, d'après l'expérience, y compris de ceux qui ont fait œuvre de sauvetage en mer, il y a des gardes-côtes qui sont, j'allais dire, quasiment très attachés à leurs fonctions, qui sont des gardes-côtes historiques. Et puis, on en a recruté quelques milliers ou dizaines de milliers d'autres, d'ailleurs en général sur fonds européens, dont les motivations sont beaucoup plus louches et qui ont pour objectif principal de rabattre la chair humaine vers les camps qui sont exploités par des amis, des gens du clan ou de la famille. Donc je crois que sur ce plan-là, il faut être extrêmement prudent et se dire non, on ne doit pas exporter ou on ne doit pas sous-traiter, demander à d'autres pays de sous-traiter nos procédures de droit d'asile. Alors en revanche, il y a un petit élément qui existe, mais je ne veux pas trop rentrer dans la technique, c'est en coopération avec le Haut Commissariat aux réfugiés, dans certains pays qui sont en particulier voisins de zones de guerre ou de zones d'insécurité majeure, on peut envoyer des experts européens, y compris des experts de l'OFPRA qui s'y rendent, pour faire une pré-instruction de dossier et permettre assez vite d'accueillir en Europe, avec un dossier préinstruit, des gens qui sont véritablement demandeurs de droit d'asile. Face à la situation de chaos que vous décrivez à la Libye, est-ce que cette solution de hotspot sur site d'émigration ne doit pas être accompagnée d'une intervention qui a un caractère de sécurité, voire militaire, qui vise à définir des espaces de sécurité et qui assure qu'il y ait une remise d'un peu d'ordre et un peu d'humanisme dans tout ce chaos? Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ça serait en tous les cas un objectif à atteindre. C'est pas facile non plus. C'est pas comme si on devait accueillir quelques centaines de personnes ou surveiller la sécurité de quelques centaines de personnes. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quel est l'état. La Libye est un bon exemple parce que c'est un pays de transit majeur. C'est un pays où se sont
intégrer, installer et où prospèrent les trafiquants, il faut le savoir, hein, beaucoup plus qu'en Turquie, on pense ce qu'on veut de la Turquie, mais il y a des camps de réfugiés en Turquie qui ne sont pas dans des conditions idéales, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vivent les gens qui sont en Libye, dans lesquels le trafic d'êtres humains est porté au plus haut niveau. Alors si on disait l'Europe peut avoir des accords avec des pays de transit pour assurer que les demandeurs d'asile, entre autres, mais aussi les demandeurs de migration qu'on ne prendra pas au droit d'asile, soient traités dans des conditions dignes, soient pas exploités, et oui, pourquoi pas, et ça devrait être une des conditions. Et je pense personnellement qu'aujourd'hui, l'Europe quand même intervient financièrement au soutien de la Libye. En 2 mots, je trouve que c'est pas tout à fait suffisamment contrôlé. Donc en d'autres termes, on a des fonds budgétaires européens qui viennent alimenter des structures étatiques qui sont en déliquescence totale et avec une espèce de complicité objective, y compris avec l'Italie, qui dit « Ah ben ça se passe bien parce que vous voyez qu'il y a beaucoup moins de migrants qui traversent la Méditerranée puisqu'ils sont retenus en Libye. » Dans quelles conditions ils sont retenus? Je ne veux pas le savoir. Merci pour votre accueil.